Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Oppo RX17 Pro, donc le dernier né de chez Oppo, dernier né de la partie milieu de gamme premium, parce que vous avez aussi la version R17 Neo. Et donc, ce smartphone a quelques petits ajouts intéressants. Déjà, un truc que je trouve magnifique, et donc qui est surtout pour la cible jeune. En effet, le côté coloré, c'est surtout la cible jeune, un peu comme ce que cible Nord. Vous avez enfin de l'USB-C par rapport au R15 Pro et qui en fait ils ont ajouté la Super Vox. C'est obligatoire parce qu'avec la Vox, c'était que compatible micro USB, ça n'a pas été développé pour l'USB-C. Vous avez aussi en ajout donc une ouverture variable comme les Samsung, le Galaxy S9, donc c'est-à-dire qu'il peut ouvrir à 1.5 ou ouverture 2.4, ce qui va permettre normalement d'avoir des meilleures photos selon les conditions, puisque soit une plus grande ouverture et donc plus de lumière pour la nuit, soit en pleine journée une ouverture 2.4 pour un meilleur piqué. Donc les couleurs, détails, etc. Et vous avez un autre capteur qu'il n'y a pas sur le OnePlus 6T, c'est le capteur 3D. Parce qu'en effet, le OnePlus 6T et ce Oppo partagent à peu près le même châssis, mais il y a pas mal de petites différences. On a le même écran, le lecteur d'empreintes sous l'écran, on a le dos qui est à peu près pareil visuellement, mais il y a le capteur 3D, donc ça permet de casser cette idée-là. Et puis après, bon, c'est complètement différent sur tout le reste. Mais bon, on voit que c'est de la même famille, mais on voit aussi beaucoup de différences, beaucoup plus qu'entre le R15 Pro et le OnePlus 6. Au-delà de ça, on a aussi donc ce capteur 3D qui pour l'instant est désactivé suite à divers problèmes sur le Oppo, qui m'étaient confirmés d'ailleurs par la personne de chez Android MT. Donc c'est intéressant de le savoir enfin parce que je me posais la question par rapport à ça. Et ce qui fait que bon, malheureusement il n'est pas utilisable, donc actuellement je ne peux pas donner d'avis dessus. Mais ce Oppo signe quand même quelque chose, quelques petites améliorations qui manquaient au R15 Pro, qui permet de faire un petit peu mieux que son prédécesseur et de le rendre un peu plus intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on reste à 600 €. Il a un Snapdragon 710 qui le rend moins intéressant en termes de puissance. Donc, à qui c'est destiné? On va le voir tout de suite. Au niveau du design, donc comme je l'ai dit précédemment, on reprend déjà au niveau de l'écran la même chose que le OnePlus 6T. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écran, on a déjà ce qui est bien un menton qui est plutôt fin, et ça c'est une bonne chose, c'est l'un des plus fins à l'heure actuelle. Vous avez une encoche goutte d'eau qui vient donc pour le coup de se faire dépasser par le Honor V20, donc qui lui est à l'intérieur, donc chacun son choix, mais je préfère par exemple, on y reviendra. Vous avez le haut-parleur juste au-dessus qui est bien intégré. Au-dessus, vous avez le micro ambiant avec ce petit creux qui est la petite particularité de Oppo. En dessous, vous avez aussi ce petit creux, l'USB-C, enfin, le micro primaire, le haut-parleur, ainsi que ici la partie SIM. Donc c'est juste un dual SIM, il n'y a plus de port SD, par contre, on a fait l'impasse. Et ainsi que pour le Oppo R15 Pro, il n'y a plus de prise jack. Donc vraiment, dommage de ce point de vue-là. Vous avez le bouton power sur le côté droit et le bouton volume sur le côté gauche. Le dos, lui, est en métal, donc on a droit à un dos en métal qui est coloré, donc qui est bicolore, comme on peut le voir, que ce soit sur les côtés ou au dos, donc c'est bicolore. On aura une tendance plus à avoir le violet qui va s'arrêter un petit peu après le capteur photo, je pense que ça se voit. Alors après, ça dépend de l'angle, mais globalement, ce qui ressort, c'est que le violet, là, je le vois à la caméra, ça a tendance à plus aller là, mais le violet, visuellement, pour moi, ça s'arrête toujours à peu près ici, donc c'est pas très, c'est un peu moins bien fait, en tout cas, là-dessus. Il y a une petite chose un petit peu particulière, c'est que vous allez voir, il y a un espace de S. Donc il y a aussi la même chose pour le OnePlus 6T, c'est très léger, mais ça donne ce côté reflet, comme ce qu'on a pu voir sur le Nord 8, etc. Et ce qui fait que c'est assez bien fait, ça donne un côté un petit peu encore plus présent au niveau des reflets, et c'est assez joli. On a le triple capteur photo, donc en fait, on reprend la même chose que ce qu'on avait sur le Oppo R15 Pro, et on ajoute un dernier capteur, le capteur 3D. Alors, il doit aussi avoir ici de cacher la partie laser, en fait, pour la partie focus. Et ici, donc c'est bien précisé d'ailleurs, je ne sais pas si je vais arriver à le montrer, mais c'est bien écrit ici f1.5, f2.4. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il est plus gros, c'est parce qu'il cache le côté où il va pouvoir changer d'ouverture selon les conditions.
À savoir qu'en mode pro, il n'ouvre que 1.5, donc ça c'est un petit peu dommage, mais on y reviendra plus tard. Pour l'avant, donc on a cette encoche goutte d'eau qui reste assez fine, donc on a ces bordures qui sont plutôt bien faites là-dessus, puisqu'on a juste le menton qui est plus épais, le reste étant équivalent sur tout le reste. On peut voir d'ailleurs que pour cette encoche goutte d'eau, donc ça reste assez petit, c'est beaucoup mieux, mais elle n'apporte strictement rien à part le design qui est beaucoup plus joli que celui du R15 Pro, c'était pas très très beau, parce que on n'a pas de notification en fait. On n'a aucune notification, donc c'est un peu dommage. Ce qui est plutôt bien et ce qui est bien fait en termes de design aussi, c'est l'haut-parleur. En effet, l'haut-parleur commence aussi au même endroit. Donc l'haut-parleur juste pour la partie téléphonie, mais pas du tout pour le son. Juste pour la partie voilà, téléphone. Et donc ce qui fait que en fait, ça va commencer exactement là où commence l'encoche goutte d'eau et ça va être bien intégré en fait. Et ce qui fait que justement en fait, ça vient accompagner cette encoche goutte d'eau visuellement. Normalement, ça ne doit pas vous choquer et c'est assez bien fait pour que ça reste discret. Donc, ce fait qu'en termes de design, alors, c'est très bling bling, c'est très plus flashy que bling bling, mais c'est très flashy, très très coloré, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Le côté violet et bleu, je trouve très agréable à l'œil, donc ce qui fait que c'est vraiment sympathique. Alors, forcément, vous n'allez pas du tout être discret dessus, et ça, c'est sûr que c'est pas la couleur la plus discrète, hein. Surtout que c'est du métal, c'est quelque chose de très réfléchissant, donc, ouais, je le vois à la lumière, là, c'est... Alors moi en tout cas ça le fait pas autant, c'est-à-dire que à la caméra ça devient tout blanc, mais pour moi ça devient pas tout blanc. C'est vraiment ça fait juste péter les couleurs. Donc ça c'est assez intéressant. Comme vous pouvez le voir aussi, il prend beaucoup les traces de doigts. Alors après moi j'ai des doigts assez gras, mais il prend beaucoup les traces de doigts, donc ça c'est de la petite chose. C'est pas aussi visible que le vert. Alors même si ça se voit, ça a l'air d'être en vidéo, c'est pas aussi visible que le vert, mais c'est quand même visible. Après, ce qui est un petit peu dommage, donc par exemple ici, tiens, vous voyez, pour cette partie-là, on peut voir que le violet fait quasiment tout ici, alors pourtant le bleu ici s'arrête ici. Parce qu'il y a le côté reflet en fait qui est beaucoup plus présent et qui va influer sur la couleur. C'est-à-dire que le violet va jamais être complètement à un certain endroit, selon quand vous allez regarder, en fait le violet va vraiment en bouger entre ici et ici. Donc ça va être c'est ça qui est assez intéressant sur ce côté-là, c'est-à-dire que là le bleu il va faire comme ça pour moi, et si je fais comme ça, là le violet prend tout ça. Il fait comme ça en fait. C'est super intéressant. Après, donc forcément, qui dit au niveau des améliorations, il y a la batterie de 3700 mAh qui a été mise, donc comme le OnePlus 6T, et comme pour le OnePlus 6T, pour cela, ils ont aussi enlevé le jack qui était ici. Et donc ils ont mis aussi, d'ailleurs, au lieu que ce soit sur le côté, c'est en dessous pour le Dual SIM. Donc vraiment, on a des choses très très similaires, je vous le remontrerai pour le comparatif, mais il y a plein de petites choses similaires qui montrent, bien évidemment, qu'ils sont basés sur la même chose, mais il y a plein de petites choses différentes aussi qui fait qu'un OnePlus et qu'un Oppo sont totalement différents et ne gèrent pas du tout la même cible. En tout cas, c'est un smartphone qui est intéressant déjà en termes de design, je trouve. Il ne plaira clairement pas à tout le monde, mais ce côté coloré ne laisse personne indifférent. De toutes les personnes que j'ai montrées autour de moi, il y a ce côté waouh qui arrive à chaque fois et que les gens trouvent intéressant. Parce que le violet et le bleu, alors le violet, c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde, mais le petit mélange, le côté bicolore, le côté très, pour le coup, très flashy en fait de ces deux couleurs avec ce dos en métal, ça a un effet très particulier et les gens aiment beaucoup. On se dirait pas forcément au premier abord que ça plaît à beaucoup de gens, mais ça plaît à beaucoup de gens et même pour moi ça me plaît. Donc là-dessus, il est vraiment réussi et il est vraiment agréable en main. Je trouve vraiment qu'il est réussi. Pour la partie surcouche, on va commencer déjà avec une première chose, le lecteur d'empreintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà un film de protection qui est posé sur l'appareil. Et donc, ce qui fait que, ce qui est sympathique, c'est que, déjà, ça fonctionne avec le lecteur d'empreintes. Ce qui est moins sympathique, c'est qu'il est plus lent que le OnePlus 6T. Alors, peut-être qu'avec une mise à jour, ce sera mieux. Mais il est plus lent qu'un OnePlus 6T ou qu'un Meizu. Hop. Alors, si je compare justement avec le Meizu, on va faire comme ça. Hop. Alors là, il était aussi rapide pour le coup, donc ça c'est plutôt cool. Mais globalement, au quotidien, il est plus lent en fait. Quand il est en veille depuis longtemps, il est un petit peu plus lent. Là, c'est ce qu'on vient de voir par exemple, mais il est un peu plus lent. Donc ça va vraiment se sentir en fait, et ce qui fait que, bon, c'est pas terrible, mais il y a une chose, c'est-à-dire que de toute façon, on va réveiller le téléphone comme ça, et clairement, si je fais comme ça et qu'il y a mon visage, il va vraiment privilégier beaucoup plus mon visage. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que, en fait, En fait, on sent que
Oppo a senti qu'il valait mieux privilégier la reconnaissance faciale plutôt que le lecteur d'empreinte qui était un peu plus lent et semble un peu moins optimisé. Il est possible que le Snapdragon 710 a une influence, un impact, parce que je pense que entre le OnePlus 6T et celui-là, c'est la même chose. La plus grosse différence par rapport au traitement, ça ne peut être que le Snapdragon 710 beaucoup moins performant par rapport au 845. Et je pense que c'est la raison principale. Après, est-ce que ça peut être amélioré? Je ne sais pas. Je pense que oui. Il est possible aussi que Oppo, n'étant pas extrêmement présent à l'international, est une ROM un peu moins bien développée. Ça se sent déjà pour les traductions en français. Donc c'est possible aussi que le lecteur d'empreintes soit moins bien optimisé à l'international. Néanmoins, il est quand même efficace. Il s'utilise parfaitement bien. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. On va pouvoir maintenant donc passer justement à la surcouche. Donc surcouche, on est up ici. Si on regarde up, on va aller, je ne sais plus, c'est ici, à propos du téléphone. Donc, on est sur ColorOS 5.2 avec la version Android 8.1. On a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour cette version-là. Donc, ça fait quand même bien 600 € pour un téléphone premium. Donc, c'est-à-dire qu'il est vraiment là pour le côté, il va être dans la pub, c'est grand public. ColorOS, c'est clairement le petit, comment dire, c'est le iOS de Android. Mais vraiment, apparemment, Vivo, c'est encore pire. Mais déjà, là-dessus, ils vont assez loin. On a vraiment cette interface qui fait vraiment penser, que ce soit au niveau des icônes, etc. Ça fait ça fait très Apple, tout simplement. Donc, ce qui fait que, à part cette interface-là, on a vraiment la même chose. Et ce qui fait que, par exemple, ici, si je veux gérer les applications, donc là, c'est l'application globale, mais c'est normalement, que je me gourre pas. Les App System, par exemple, il faudra aller dans les paramètres et aller dans la partie App System pour pouvoir gérer le partie paramètres, par exemple, de l'appareil photo. Ce sera ici. C'est ici qu'on va pouvoir tout changer, alors que normalement, on n'y a pas accès. C'est le truc tout con, mais voilà. Ce qui fait que qualité vidéo standard, là, c'est en 720p, moi, en 4K. Qualité vidéo ralenti, on peut choisir 1080p, ça peut se changer facilement. Mais là aussi, ça peut changer facilement. Mais ce qui fait qu'on a, pour gérer quelques petites choses ici, il faudra forcément passer par la partie paramètres. La partie météo, c'est pareil. Gestionnaire du téléphone, donc ça, c'est les petites choses ici. Mais ça fait assez bizarre de devoir passer par là. Et c'est très Apple parce que Android n'a pas du tout de cette gestion-là. Donc, ce qui fait qu'après, on va commencer à ce moment-là par justement les paramètres. Donc, on a double SIM. On peut gérer ici donc tout ce qui est la gestion du réseau. Le Wi-Fi ici. Donc avec le truc classique, avec tout le réseau, il n'y a rien de spécial. Le Bluetooth pareil. Les autres connexions sans fil, sachez que vous avez le NFC qui est disponible. Donc vous allez pouvoir payer pour le sans contact ou utiliser des applications qui nécessitent le Wi-Fi. Donc par exemple les casques pour les connecteurs NFC, vous pouvez. Barre de notification, donc, ce qui fait qu'on peut afficher le niveau de batterie, le débit du réseau. Donc là forcément j'ai tout mis en mode avion pour l'instant. Vous avez la barre de notification déroulante sur l'écran de verrouillage. Donc quand on est ici, on peut faire ça. En gros, c'est ça que ça veut dire. Activer l'écran pour recevoir la notification. Donc, dès qu'on reçoit, forcément, ça va faire ça. Dans les choses, justement, un petit peu particulières, c'est que justement, là, c'est actif.écran PR recevoir notif. Point. C'est ce genre de traduction toute bête, mais qui, clairement, en fait, n'est pas très, très agréable à l'œil et pique un peu. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à optimiser cette partie-là pour que l'on puisse avoir quelque chose de un peu plus agréable à lire. Ça se lit, mais c'est pas agréable. Au niveau ici, donc on va pouvoir gérer la température de couleur. D'ailleurs, c'est la seule chose que l'on peut gérer. La gestion automatique ou non de la luminosité, verrouillage sur son mode portrait. Voilà. Et pour pouvoir changer la taille de l'écran, on ne peut changer que l'écriture, donc il n'y a que ça. Et c'est tout. Là, juste la taille de la police, mais la taille de l'interface, on ne peut pas la changer. Ce que je trouve un peu dommage. Ici, on va pouvoir gérer aussi les applications qu'il faut mettre en plein écran. L'adaptation nocturne qui est, elle, pour ici, donc justement ça va se faire, et ce qui va permettre en fait la nuit ou non, enfin la nuit quand vous arrivez à la nuit, et ce qui est bien c'est que quand on va être à fond, il va tout plus tendre vers le rouge que le jaune, et ce qui est agréable en fait c'est mieux, parce que si c'est trop jaune, ça devient assez désagréable pour les yeux. Aussi vous avez la possibilité de mettre en noir et blanc, donc ça c'est la chose aussi sympathique pour la nuit, donc noir et blanc c'est un petit peu plus sympa, c'est mieux en fait pour le soir, c'est même beaucoup mieux pour le soir. Et la lecture agréable de nuit, donc là ça passe le téléphone en mode nuit. Donc voilà, des petites choses sympathiques là-dessus. Oppo a toujours fait attention à cette partie-là. Donc ça, c'est quand même assez agréable. On va désactiver pour que ce soit plus agréable en termes de rendu d'écran. Donc voilà un petit peu. L'écran d'accueil, ici, on va pouvoir disposer donc 4x6 ou 5x6. C'est assez simple. On peut changer de thème. Alors, je vous avoue que là, donc là, on a 6 thèmes.
Je sais pas si... Il faudrait que je vois, je sais plus si j'ai accès au magasin de thèmes, mais à mon avis, ça va arriver. S'il n'y est pas encore, ça devrait arriver avec une mise à jour. On peut accéder à un magasin de thèmes pour justement en télécharger plein d'autres et vous faire plaisir. Son et vibration, on va avoir des choses assez basiques. La petite chose sympathique, c'est Real Sound qui va permettre en fait de gérer les graves, les médiums ou les aigus de façon assez simple. Donc ça c'est assez sympathique, mais le Real Power Sound va faire que ça va créer, et ça c'est bien pour les écouteurs un peu basiques, mais pour les écouteurs type KZ ou un peu haut de gamme comme ce que je propose en test, donc surtout allez regarder si vous voulez vous faire plaisir, eh bien ça ne sera pas efficace parce qu'on sent vraiment le côté virtualisé de la chose et le côté très artificiel. Donc c'est pas intéressant. Quand vous avez des très bons écouteurs, mais quand vous en avez de pas très bons, ça peut être vraiment sympa pour améliorer à vos oreilles en tout cas, ça va améliorer le son. On y reviendra sur cette partie-là, qui est quand même très intéressante au-delà de ça. Alors, ensuite, le déverrouillage du téléphone, donc on peut choisir passcode. Alors, on va passcode de l'écran de verrouillage, donc ce qui fait qu'on a quand même un code on peut mettre. On a l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, comme je vous l'ai dit, et on peut, par combinaison, donc c'est-à-dire qu'on peut activer les deux. Donc, soit on peut choisir l'un ou l'autre, soit on peut choisir les deux. Service pratique, donc ça va être, par exemple, voilà, donc Google Assistant, en appuyant 0,5 secondes, vous avez soit les touches de navigation, soit les navigations par geste, donc à la Oppo, donc c'est-à-dire, en fait, vous avez soit au centre, soit sur les côtés pour le retour et rester au centre, donc c'est soit ça, hop, on va refaire ça, soit, on revient comme ça, et si on fait retour, ça va être soit ça, soit ça. Donc voilà, un petit peu pour ça. Moi, personnellement, je préfère les touches de navigation beaucoup plus efficaces. Barre latérale intelligente, vous avez aussi ça en fait qui va permettre d'utiliser. Alors, je ne l'ai pas là. Ou alors, je l'ai plus là. Je la vois pas. Ah si, elle est là. Et ce fait que vous pouvez mettre des applications ici. Donc par exemple pour l'appareil photo, capture d'écran rapide ou quelques applications si vous voulez changer rapidement d'application. Alors personnellement, je ne l'ai pas utilisé, mais beaucoup aiment bien ça. Je sais que certains qui ont acheté l'Oppo adorent cette fonction et n'utilisent que ça en fait pour changer d'application parce qu'ils naviguent que entre quelques applications. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. La partie sécurité, elle, donc vous avez un gestionnaire de fenêtres flottant, donc tout ce qui permet justement d'être par-dessus l'écran. Donc ça, par exemple pour Messenger, ça va être utile. Les autorisations, trouver mon appareil. Donc ça va être via Google Play. Donc bon, ça c'est classique. Protection des paiements, bon ça c'est tout ce qui est app de paiement, donc ça va faire attention par rapport à ça. Blocage du harcèlement, blocage, chiffrement d'appli. Vous avez un espace enfant pour ceux qui veulent faire attention par rapport à ça justement. Vous voyez par exemple entrer dans espace inf, alors qu'on pourrait tout afficher ici. Donc, mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un espace enfant qui est un petit peu mieux géré. On a un clavier spécifique aussi qui est proposé par Oppo, qu'on n'est normalement pas obligé d'utiliser. Mais par exemple, il y a quand vous allez devoir mettre un mot de passe, c'est le clavier de chez Oppo qui est sécurisé, qui ne prend rien, qui prévient contre les enregistrements et captures d'écran et empêche l'enregistrement et la photographie en arrière-plan. Donc ce sont des choses qui sont intéressantes pour ceux qui veulent quelque chose de sécurisé de ce point de vue-là. C'est toujours intéressant à prendre. Oppo fait attention à ça parce que pour le coup, en Chine, ça doit être un peu plus complexe avec tous les stores qu'il y a, etc. Forcément, il n'y a pas forcément des choses très sécurisées. Vous avez dans les autres paramètres le stockage, donc on va pouvoir montrer rapidement avec toutes les applications, etc. La vidéo, où j'ai 10 Go, ok, il doit y avoir une vidéo dedans, utiliser, etc. Donc chose classique. L'ATR, le clavier justement, où on va pouvoir choisir de l'activer ou non le clavier, voilà. Rechercher, donc le mode rechercher sur le côté, donc avec application, etc. On peut rechercher sur plein de choses. Gestionnaire de téléchargement, donc alors oui, j'en ai jamais eu besoin, mais c'est là où on peut voir tous nos téléchargements, des instructions, dépannage, sécurité, service après-vente, donc information du service client, donc voilà, vous avez ce genre de choses. Activation et désactivation auto, donc c'est-à-dire que vous pouvez éteindre et allumer l'appareil automatiquement. Vous avez aussi une option qui est très intéressante et qui est obligatoire pour ceux qui utilisent des clés USB, etc. Si vous voulez les connecter, il faudra forcément passer par ce paramètre pour pouvoir activer la connexion OTG. Ça a l'air tout con, mais c'est quelque chose qui... sur le R15 Pro, c'était plus chiant parce que, par exemple, pour le câble KZ de connexion, ça ne marchait pas directement. Là, ça a été apparemment réglé parce que il a dû avoir des remontées, mais au départ, j'étais obligé de passer par là pour pouvoir l'activer et écouter le son via les câbles USB-C des KZ.
Maintenant, c'est un petit peu mieux, ce sera plus pour les données, ce qui fait que quand vous voulez activer des données, il faudra faire ça, et au bout de 2 minutes, ça s'arrête. Donc c'est vraiment des petites protections comme ça, mais qui c'est intéressant, et surtout, c'est pas un paramètre forcément très connu, donc intéressant de ce point de vue-là. On va passer maintenant au niveau des applications, donc ce qui fait que, alors ici, forcément, il y a tout ce qu'il y a. Vous avez la partie photo qui, elle, a quelque chose de totalement différent de ce qui est proposé d'habitude. C'est-à-dire que dans les applications photo, la dernière se trouve en haut à gauche. Et bah chez Oppo, c'est le contraire, c'est en bas à droite. Et c'est un peu plus logique puisqu'en général, on va aller chercher les photos en bas à droite puisqu'on est ici en fait, alors qu'on va pas les chercher en haut à gauche. Ça a toujours été chez Oppo comme ça. Donc ce fait que c'est comme ça que vous pouvez voir toutes les photos. Vous avez des petits trucs histoire, donc permettre avis sur 3 mois, avis sur la semaine en cours, avis sur... Alors pourquoi avis, je ne sais pas, parce que c'est pas des avis, normalement, c'est des vidéos. Et vous avez les albums pour accéder à tous les albums. L'appli photo qui ressemble étrangement à du iOS, mais ça, bon, on a l'habitude maintenant chez Oppo, mais c'est très très iOS. Vous avez ensuite, hop, ici, la partie appel, la partie SMS, qui, elle, maintenant, en fait, avant, il y avait un système où vous aviez d'un côté les messages et les autres les messages inconnus. Maintenant, c'est en haut, il y a tous les messages de choses inconnues, un peu particulières. Vous avez l'application musique qui est ici. Bon. Hop, ce serait bien. Hop. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est pas très très design, je trouve, mais ça fait très iOS encore une fois. Mais très iOS à la sauce Oppo. Amazon Alexa, non, c'est pas ça. Hop. Vous avez ici le gestionnaire de fichiers, donc le truc classique où on a tout qui est référencé. Sinon, vous pouvez afficher le stockage ici. Vous avez, donc, vous pouvez nettoyer l'espace aussi ici. Gestionnaire à distance des fichiers, donc vous pouvez gérer à distance, par exemple, par rapport au PC, ce genre de choses, donc c'est intéressant. Le gestionnaire de téléphone, donc là, ça va permettre de nettoyer l'espace, donc tous les fichiers en cache, vous pouvez les dégager, ce genre de choses. Autorisation de confidentialité, donc toute la gestion des applications qui se lancent automatiquement, les applications où une fenêtre peut s'afficher devant, les autorisations globales. L'antivirus aussi qui est présent, donc là il va tout analyser, là il est en train de le faire. Hop, quitter. Protection des paiements, donc ça, voilà, bon, vous avez compris. Détection des problèmes courants, donc ce qui fait que là on peut détecter. Alors si par exemple je regarde, donc on peut voir en fait on peut tester des choses, donc tester des choses particulières. Donc derrière après ça peut faire un rapport que vous pouvez envoyer au SAV. Ou si vous avez des doutes, voilà. Vous avez aussi un petit manuel ici, des conseils d'utilisation, mais c'est global pour ColorOS, c'est-à-dire que c'est pas spécifique au téléphone, ce qui est un peu dommage, notamment pour la partie caméra 3D par exemple, ou la partie ouverture donc en 1.5, etc. C'est vraiment global à ce que proposent tous les Oppo. Et le truc qui est encore plus dommage, c'est que ce soit en anglais, donc ce n'est pas traduit. Vidéo, donc là toutes les vidéos qui sont référencées par le téléphone. Vous avez le navigateur Opera qui permet, si vous ne voulez pas donner à Google les informations, etc., vous avez Opera. L'espace de jeu, donc là, ce qui fait qu'en gros, c'est simplement un espace qui va remplir, qui va montrer tous vos jeux en fait qui sont référencés. À vous de les mettre. Ça va permettre aussi de mieux gérer au niveau de la consommation, de virer toutes les applications, de ne pas vous faire emmerder par des notifications, le verrouillage de l'annualité, ce genre de choses. Aquamail, donc Aquamail. Je ne savais pas qu'ils avaient fait un partenariat là-dessus, mais en tout cas, il y a Aquamail. Ensuite, là, c'est plus des choses que j'ai mis. Après, en soi, voilà, c'est surtout par rapport aux paramètres que l'on voit les choses. Normalement, dans Outils, il y a d'autres applications. Vous avez les contacts, bien évidemment, l'enregistreur audio, la boussole, calculatrice, le clone phone. Donc ça, c'est pour quand vous changez de téléphone et pour récupérer. Vous avez aussi un bouton pour mettre en veille. Donc voilà, tout simplement. Ça a toujours aussi existé. J'ai toujours connu ça chez eux. Note Keep, ça, c'est pas eux. Paramètres météo et l'horloge. Classique. Je regarde. Après, vous avez les services Google ici. Vous avez aussi Touchpad qui est présent. Donc voilà, petite chose intéressante. Et c'est à peu près tout. Donc c'est pas mal. C'est pas trop lourd, mais le côté très iOS de la chose, au niveau du design, etc., peut rebuter plus d'un. Donc c'est une surcouche qu'il faut appréhender. Moi, l'une des choses que j'aime pas, et que je l'avais déjà dit pour les Oppo R15 Pro, c'est le fait de ne pas avoir de notification d'application ici. Ce qui est un petit peu dommage quand on optimise justement l'encoche. Le but aussi, c'est de pouvoir afficher plus de notifications parce que c'est le cœur d'Android. Ici, ça ne sert à rien et c'est vraiment dommage. Et c'est typiquement quelque chose que Oppo devrait modifier pour avoir un côté un peu plus européen. En tout cas, pour la ROM Europe, ce serait bien de pouvoir les remettre parce que sur ColorOS 3.0, ça y était encore.
Donc c'est un peu dommage. Alors oui, ça date un petit peu, le Oppo il date un petit peu, le Oppo Find 7A, mais quand même ça y était encore. Ici ça y est plus, et c'est vraiment dommage parce que bah, devoir descendre ici pour savoir ce qu'on a comme information, pour savoir quelles sont les notifications reçues, je trouve ça dommage. Au niveau de l'écran, on est sur un écran AMOLED optique, donc c'est optique justement pour la partie lecteur d'empreinte qui est sous l'écran, et en fait c'est un appareil photo sous l'écran qui va prendre la photo, et donc ça nécessite un écran spécifique qui va illuminer en fait pour le lecteur d'empreinte. Donc c'est vraiment spécifique, c'est un écran particulier. Ce qui fait qu'il n'y a pas de traitement spécifique comme le Meizu 16e, donc vous avez quand même un film de protection qui permet quand même de faire justement la gestion du lecteur d'empreinte. Et donc on est sur un 6.3 pouces AMOLED, donc comme j'ai dit, en 2350 x 1080p. Donc on reste toujours sur du 1080p. En termes de choses particulières que l'on peut faire avec, ça va être de gérer la température de couleur uniquement. On ne pourra pas gérer les couleurs, donc standard, etc. C'est pas au programme de chez Oppo. Et vous avez aussi l'adaptation nocturne. Vous pouvez l'activer, donc soit ça va rester en couleur, mais vous allez pouvoir régler un petit peu la densité, soit ça va être en noir et blanc, soit la lecture agréable de nuit, donc ça va être vraiment voilà, cette partie-là. Donc c'est assez sympathique, surtout le soir, le côté noir et blanc va vraiment reposer vos yeux. D'accord, donc le chat dégage. Et donc ce qui fait que cet écran, il est plutôt lumineux, donc le minimum maximum, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pas mal du tout. Globalement, il est correct. Par contre, au niveau des couleurs, forcément, quel va être le souci? C'est que Oppo a tendance à saturer un peu les couleurs. Donc ça se voit notamment avec YouTube et YouTube Studio qui ont exactement la même teinte, alors que normalement, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une première chose, mais ça se voit aussi, ils sont un peu pétants. Le vert aussi un peu pétant. Le bleu a l'air plutôt bon. Donc c'est quelques couleurs qui vont être rehaussées, et ce qui fait que ça donne un côté un peu coloré, saturé. Mais malheureusement, on n'est pas du tout... C'est vraiment différent que ce qui est proposé par rapport au standard. Mais on a l'habitude avec Oppo d'avoir ce côté-là, ce côté un peu saturé. Donc attention, si vous voulez choisir un écran qui soit plutôt neutre, eh bien ce n'est pas le cas chez Oppo. C'est toujours un peu saturé, un peu flatteur aux yeux. Au niveau du son, on a donc ici plus de jack, il faut un adaptateur, alors pour le coup je l'avais pas, mais j'ai pu me débrouiller autrement. Donc l'adaptateur, et ce qui fait qu'en termes de puce audio, nous avons droit à ici un AK4376 et un TFA 98XX. Donc quelque chose d'assez standard, hop, c'est mieux avec une luminosité correcte pour montrer. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal en fait, c'est une puce qui est un petit peu mieux, qu'on retrouve dans la plupart des Vivo milieu de gamme, et les Oppo a décidé de l'intégrer. Donc ce qui fait qu'on va avoir un son qui est plutôt bon, qui est même pas mal du tout. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est la même chose que ce qui est proposé sur le Alcatel Idol 4S, qui commence à être un peu vieux. Mais c'est beaucoup mieux géré, ce qui fait que le son est vraiment mieux. On a un son qui est plutôt bien détaillé, un petit peu basseux, un peu comme ce qu'on avait sur l'R15 Pro, un petit peu basseux, donc un petit peu une signature en V pour être un petit peu joli à écouter. Mais globalement, le son est vraiment bien, ce qui fait qu'on a un petit côté audio très sympathique. C'est dommage qu'on ait plus de jack pour en profiter et qu'il faut un adaptateur. Donc, ce qui fait que la puce audio est bien dans l'appareil. Donc, l'adaptateur, c'est un adaptateur basique. Vous n'avez pas besoin d'un DAC intégré dedans. Donc, le son est vraiment pas mal et ça, c'est une bonne chose. Vous avez une petite option aussi qui est disponible ici. C'est la technologie Real Sound qui va permettre, en gros, soit de rehausser un petit peu les différentes... donc, les graves, les médiums et les aigus. Donc, vous pouvez le faire comme vous voulez, en fait. Et ça reste assez simplifié, donc après à vous de voir, c'est plutôt bien fait en général. Donc ça c'est une bonne chose. Oppo a tendance à utiliser quelque chose d'assez sympa. Vous avez aussi le Real Power Sound en fait, qui est en gros quand vous l'activez, donc déjà vous avez ça, mais vous avez un côté comme le Oppo R15 Pro, comme les différents Oppo. En gros, ça va créer un espèce d'une stéréo un petit peu artificielle qui va être bien si vous avez des écouteurs un peu basiques, mais quand vous avez des écouteurs qui sont vraiment très bons, là par contre, ça va faire beaucoup trop artificiel. Donc après, à vous de voir, mais dans les vidéos YouTube, en fait, ça va être surtout ça va être dans les vidéos YouTube, etc. Ça donne un côté beaucoup plus large, mais pour moi, je trouve que ça fait très artificiel. Quand vous êtes un peu amateur, ça va donner un effet un peu waouh, sympathique. Donc ça, ce qui fait qu'en termes, voilà, en termes de jack, enfin en tout cas USB-C, eh bien, vous avez un son de qualité, et ça, c'est quand même sympathique. Ils ont fait un beau petit effort, hein, parce que c'était pas cette puce-là avant ça. Là, ils ont mis quelque chose de vraiment mieux, un DAC intégré vraiment, et qui est pas mauvais en plus de ça, ce qui fait que ça vous fait un son vraiment sympathique. Pour le haut-parleur, par contre, on est toujours la même chose que le OnePlus 6, le R15 Pro, le OnePlus 6T, c'est-à-dire toujours mono.
Donc c'est un petit peu dommage. On clique à fond. Donc c'est pas extraordinaire. On est sur quelque chose qui n'est pas très puissant, comme les deux autres, enfin comme les trois autres pour le coup. Il n'est pas très puissant, il n'est pas très performant, il est plutôt correct et clair, mais c'est assez moyen. À 600 €, on s'attend quelque chose quand même sur un côté milieu de gamme premium un peu plus performant. Mais pour l'instant, Oppo n'a pas montré ce réel intérêt de la stéréo, d'en parlant vraiment puissant. Là, on est sur quelque chose de plutôt correct, mais ça nécessiterait d'être un peu mieux développé de ce point de vue-là. Donc je suis pas, enfin, je m'y attendais un petit peu, on s'y attendait tous un petit peu avec ça, avec Oppo qui est comme ça. Mais après, voilà, si vous êtes, si vous voulez vraiment un son puissant, etc., ce ne sera pas vers l'Oppo qu'il faudra se tourner, malheureusement. Mais encore une fois, si vous êtes adepte du jack, vous ne serez pas déçus. Au niveau de la partie photo et vidéo, donc on a toujours la même double caméra donc ici, ce qui est alors pour le principal un Sony IMX 519, exactement la même chose que ce que propose donc le OnePlus 6T, OnePlus 6 et Oppo R15 Pro, et vous avez le capteur de 20 mégapixels, le S5 IV2 T7, et à l'avant vous avez le IMX 576 pour l'avant, donc les 24 mégapixels. Ce qui fait que, donc on a les mêmes capteurs. La seule grosse différence, et pas des moindres, c'est que en plus de ça, au lieu d'être en ouverture 1.7 comme les trois autres, ici on est en ouverture 1.5 ou 2.4. En effet, ils ont utilisé la même technologie que Samsung avec cette ouverture variable, donc ce qui fait que ça va s'adapter selon les conditions. Le capteur de 20 mégapixels est bien évidemment ici pour aider soit au zoom, soit pour aider au portrait, mais uniquement pour ça. Vous avez aussi un capteur laser ici qu'on peut voir en noir et vous avez au-dessus le capteur 3D qui est pour l'instant désactivé dû en fait à des petits problèmes de compatibilité, en tout cas de différentes choses qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser, ce qui fait que je ne peux pas avoir d'avis dessus. Mais en gros, ça va permettre différentes petites choses, ça peut être pour des jeux, ça peut être pour de la reconnaissance faciale 3D. Enfin, quand je dis reconnaissance faciale 3D, c'est pas pour déverrouiller, mais c'est pour modéliser votre visage, ce qui était montré notamment à différents salons. Ça va être pour ce genre de choses. Il peut y avoir différentes choses qui peuvent arriver, mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas utilisable. On va donc se contenter de parler des photos qui sont donc dans la lignée de ce que proposait déjà en fait les derniers Oppo. Et donc il y a eu quelques petites améliorations. Déjà pour la partie up ici, la partie photo, donc on est toujours sur une interface très Apple avec différentes parties. Vous avez Expert, le panoramique, la vidéo qui peut être en 4K, 1080, etc. 30 fps, qui est maintenant stabilisé. Donc ça, c'est aussi une chose qui n'était pas de se tenir sur le Oppo R15 Pro. Vous avez bien sûr le mode portrait. Vous avez le mode nuit qui a été ajouté, c'est-à-dire que comme le OnePlus 6 et le OnePlus 6T, vous avez le mode nuit. Donc c'est-à-dire de pouvoir prendre une petite partie de 3 secondes pour avoir une photo qui va être mieux éclairée, mieux détaillée, etc. Et bien sûr les stickers, donc le côté un petit peu fun. Voilà un petit peu pour les modes. Donc en capture, bien sûr, la capture se fait en 16 mégapixels. Vous avez toujours le HDR automatique, mais la petite chose qui a un petit peu évolué, c'est ici. C'est un petit mode qu'on peut activer qui est le mode Dazzle Color. Alors, j'ai pas trop compris l'utilité, mais de ce que j'en ai vu à l'utilisation, son principal intérêt va être en gros d'être presque comme un espèce de super HDR, mais pour ajouter plus de couleurs au cliché. Donc c'est un espèce de super saturing color, enfin oui, c'est photo super saturée. C'est presque ça. Alors ça permet d'avoir des clichés qui sont prêts à poster en fait sur les réseaux sociaux, qui sont plus jolis de base. Donc après, à vous de voir. On va aller un petit peu up ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, non, j'ai plein de choses qui font partie de la partie appareil photo, mais c'est pas des photos. Alors, ce qui serait bien. Donc par exemple, ici, alors là j'ai pris directement en fait avec la caméra arrière. Donc par exemple pour le mode portrait, voilà ce qui est possible. On peut avoir ce côté bleu et violet, bicolore. Bon, c'est les modes portrait un peu à l'Apple. On peut mettre des filtres en plus de ça dessus. Si on regarde les écouteurs, on a quelque chose qui est plutôt pas mal détaillé. Alors, ce qui fait qu'il faut vraiment des bonnes conditions. Ça reste un peu moins détaillé que les meilleurs des meilleurs dans ce domaine. Mais ça se défend plutôt bien. On sent quand même qu'il y a une petite amélioration, en tout cas par rapport aux anciens, sans être non plus incroyable. On sent vraiment malheureusement que le téléphone est limité par rapport à ça et ça pose réellement problème. En fait, ce qui va permettre d'aider un petit peu à rehausser cette partie-là, ça va être la partie, j'ai les chats qui se battent, la partie Dazzle Color qui va permettre de récupérer un petit peu plus de détails et d'avoir un côté un peu plus joli.
Et le mode nuit qui peut aussi servir quand il fait pas quand il fait pas super beau. Vous avez en fait, c'est là où par exemple quand les conditions, même si on est en version 1.5, les conditions sont plutôt correctes, on sent que ça va être un peu limité. En faisant un mode nuit, et ben en fait on va récupérer énormément de détails. Alors ça va faire un peu moins naturel, quoique, et ce qui fait que bah c'est quand même utile quand vous êtes en faible luminosité. Le mode dazzle va vraiment donner un cliché vraiment beaucoup plus joli et flatteur à l'œil. C'est clairement l'idée qu'il y a par rapport à ça et c'est assez intéressant de voir ça. Donc c'est vraiment, en fait, on sent que dans le capteur, c'est les capteurs qui sont utilisés par Oppo, ils ont dû en acheter plein pour avoir, je pense, pouvoir le maîtriser et avoir aussi des prix moindres. Mais le problème derrière, c'est que en fait, ces capteurs-là ont l'air d'être assez, au final, milieu de gamme. Je pensais que ce serait haut de gamme, mais c'est plus un peu milieu de gamme, je pense. Et ce qui fait que avec ce mode nuit, ce mode couleur dazzle, etc., on sent qu'on est vraiment arrivé à la limite des capteurs. Ça a l'air assez bizarre dit comme ça, mais on sent vraiment que les capteurs, ils donnent tout ce qu'il a et il n'arrive pas à faire mieux. Parce que même par rapport au OnePlus 6, eh bien la différence c'est pas si flagrante que ça. Donc ce qui fait que c'est un peu, voilà quoi. On sent clairement que le capteur donne tout ce qu'il a et que il n'a pas forcément ce qu'il faut pour 600 euros. Par contre, on peut quand même faire des très très beaux rendus, comme par exemple là ici, c'était un soir avec le coucher de soleil et on voit le bâtiment en façade avec derrière un beau coucher de soleil, c'est très joli. Donc ce qui fait que c'est pas mal, c'est toujours ça de prix là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je regarde de toute façon de mon côté les photos pour essayer de me refaire un avis là-dessus. Vous avez de toute façon les petits, vous pouvez vous faire votre propre avis. Mais globalement, en fait, c'est pas trop mal. En fait, on sent qu'il y a quand même une optimisation au niveau du capteur, mais que ça manque un peu de détails. Le mode dazzle aide quand même pas mal la photo, je trouve. Avoir un côté vraiment plus détaillé. Par exemple, ici, je regarde justement, je me demande si c'est pas du color dazzle qui est utilisé ici, mais on sent que c'est beaucoup plus détaillé grâce au dazzle mode qui semble tout bête mais beaucoup plus efficace. Donc c'est intéressant et même là pour le coup plus efficace sur les clichés que je vois. En plein jour, c'est quand même bien détaillé mais on sent que c'est en deçà de ce que peut proposer la concurrence. Donc ce fait que globalement ça va être plutôt bien équilibré, les couleurs sont plutôt bonnes, le mode dazzle va ajouter un petit truc en plus, ce côté saturé, c'est un petit peu un espèce de mode IA là au nord, mais en différent, c'est vraiment un mode spécial photo saturée, ce qui fait que c'est plutôt cool. Donc moi j'apprécie, je trouve ça plutôt bien en fait, c'est pas mal. Ensuite au niveau des vidéos, donc les vidéos de ce que j'ai fait, ça semblait hop, c'est mieux si je prends une vidéo un peu plus longue. Hop. Mais c'est ce qui fait que c'est un petit peu c'est stabilisé. Ce qui fait que déjà c'est agréable. On sent que en gros ils ont mis le stabilisateur et ça change quand même pas mal les choses. C'est quand même beaucoup plus agréable et ça permet enfin d'avoir des vidéos stabilisées. Par contre, c'est toujours le OnePlus 6T qui garde les 60 FPS, ce qui est toujours intéressant. Donc on sent que là-dessus, bon, il y a encore du boulot, mais ça s'améliore. Ça s'améliore vraiment. Maintenant, je pense que de toute façon, le capteur ne pourra pas donner plus que ce qu'il a là. On peut faire des beaux clichés, mais il ne faut pas abuser. Après, de toute façon, vous pouvez vous faire votre propre avis. J'aimerais bien retrouver un petit truc de façade, quand même, ce serait bien, pour se faire une idée. Mais globalement, l'appareil photo est plutôt correct. Il n'est pas fou, il n'est pas incroyable à mon sens, mais il se débrouille plutôt bien et ravira la plupart des gens. Clairement, il n'y aura pas de... Ça ne va pas... Ça peut pas trop décevoir. Alors forcément, si on compare à un Galaxy S9 qui coûte plus rien ou un Galaxy, ou tous les derniers gros qui ont un peu descendu de prix, forcément, on va sentir la différence. Mais en tout cas, le mode dazzle, je pense que le mode dazzle, en fait, c'est il prend plusieurs petites photos en plus parce qu'il demande de rester appuyé. On sent qu'il prend d'autres photos et il doit les surexposer. Ça doit être un mode HDR+++, un peu comme ce que propose Google. Et ce qui fait que ça donne des clichés vraiment plus détaillés. Ça, en fait, c'est pas que pour ça, mais ça donne des clichés plus détaillés, plus nets. Donc c'est toujours ça à prendre. Donc ce qui fait que c'est quand même agréable et ce n'est pas un mode inutile, bien au contraire. On va avoir quelque chose de vraiment plus sympathique à l'œil. Donc à ne pas négliger à l'utilisation si vous l'avez ou si vous voulez l'avoir.
toute façon, vous avez l'album, et ce qui fait que normalement, dans toutes les photos, vous avez un mode normal et un mode dazzle pour toutes les photos, et après, vous avez le mode nocturne. Donc ça permet de vous faire votre propre avis et de voir la différence entre les deux. Au niveau de l'autonomie, on a quelque chose de très sympathique déjà, puisqu'on a une batterie de 3700 mAh, comme le OnePlus 6T. Donc effectivement, c'est une plus grosse batterie. L'autre chose ultra sympathique, c'est d'avoir la SuperVOOC. En effet, le Power 15 Pro était en micro USB parce que la VOOC n'était pas développée en USB-C. Là, ils ont décidé d'intégrer la SuperVOOC, ce qui explique aussi un petit peu le prix un peu chéros de ce Oppo. Et ça permet de recharger le téléphone en 30 minutes chrono. Non, 35 minutes. 35 minutes, donc c'est pas mal du tout, hein, c'est ultra rapide pour le coup, et c'est très efficace, Oppo l'a déjà montré de ce point de vue-là. Le fait de l'avoir sur un téléphone autre que sur le Find X est sympathique et beaucoup plus abordable, bah, c'est assez cool pour ceux qui ça pourrait intéresser. Et bien voilà, vous avez cette possibilité. Au-delà de ça, en plus de ça, comme on est sur un Snapdragon 710, et donc la batterie de 3700 mAh, et bien on a une très bonne autonomie. Alors, comme d'habitude avec Oppo, c'est compliqué d'avoir une autonomie précise, donc ce qui fait que j'ai dû la calculer. Mais globalement, je tournais aux alentours des 10 heures écran allumé. C'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas être à court facilement de batterie avec ce téléphone. Et pour ceux qui recherchent l'autonomie, eh bien, vous allez beaucoup apprécier. C'est très agréable, pour le coup, ça permet de tenir une vraie journée sans compromis. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Sachant qu'au quotidien, le 710 est clairement agréable vraiment au quotidien, donc ce qui fait que ça en fait un smartphone qui est endurant et qui en plus de ça, bah voilà, il est endurant et il recharge ultra rapidement. Donc c'est le meilleur des deux mondes, un smartphone ultra endurant et qui se recharge super vite. Donc quand vous oubliez le matin, paf, en un quart d'heure, vous avez gagné bien 60% d'autonomie. C'est pas dégueulasse. Donc là-dessus, vraiment, vraiment bien. Moi je kiffe la SuperVOOC. Parce que c'est vrai que c'est incroyable. En fait, même pour parler un petit peu plus du sujet, c'est simple. Vous voyez, vous avez 20% de batterie. Vous voulez le recharger le soir, en général, par exemple, parce que la plupart de fonds qu'on fait, c'est que le soir, on va brancher notre téléphone dans le lit, puis on va jouer un peu dessus. Et ben moi, c'est une partie de Clash Royale, et ben en 5 minutes, il aura pris 15% de batterie. C'est juste, enfin, ouais, c'est à peu près 5 minutes, entre 3 et 5 minutes selon les parties. Bah, il aura gagné ouais, environ 15% de batterie. Tu fais, ah ouais, quand même. D'accord. Oui, c'est 15% en 3 minutes, très précisément. Donc c'est juste impressionnant. Et ça, c'est grâce à la batterie. Donc, pour parler un petit peu plus de la SuperVOOC, en gros, au lieu d'avoir une batterie classique, vous avez deux batteries en parallèle. Et au lieu de recharger en 5 ampères, ça recharge en 10 ampères. Et donc, c'est 5 ampères en même temps. Donc, ça permet de recharger 2 fois plus vite, ce qui explique les une demi-heure. Donc c'est vraiment très impressionnant, ce sont plus des batteries de qualité, puisque du début à la fin, à part les toutes dernières minutes, ça va recharger vraiment extrêmement vite. Donc c'est même au-delà de ça, il n'y a pas besoin de ralentir, et ça ralentit quasiment pas chez Oppo. C'est très très fort, je trouve. Donc là-dessus, c'est vraiment bien bien joué. On se retrouve au niveau des benchmarks, et sur Geekbench, on a donc un Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM, et donc il fait un score de 1818 et 5871 points. 1818, ça fait forcément un petit peu moyen, mais le but étant que bah, ce soit des gros cœurs, mais pas trop. Donc ce qui fait que c'est une architecture spécifique, donc un poil modifié par rapport à ce qui est donné. Donc c'est des Cortex A73 modifiés, je crois. Donc ce qui fait que en gros, vous avez donc 6 cœurs à 1,7 GHz et 2 cœurs à 2,2. Le but étant en fait d'avoir quelque chose d'un peu mieux équilibré entre l'économie d'énergie et la puissance, sachant que c'est gravé en 10 nanomètres, et donc ce qui fait que ce 710 va être un peu mieux équilibré entre guillemets que le 660. En effet, il va pouvoir privilégier plus l'économie d'énergie avec plus de petits cœurs, et s'il a besoin de puissance, il a quand même deux gros cœurs pour pouvoir l'épauler. Le but étant voilà, d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux, donc ce qui fait que ça correspond le 1818 au cœur des Galaxy Note 8, donc ou S8 ou Pixel 2 835, donc ce qui fait que ça c'est le Cortex A73. Le multicœur, donc 5871, ça correspond environ à un Snapdragon 835, un petit peu moins bien. Donc, mais le truc, c'est que bah, il est plus efficace énergétiquement, puisque bah, pour le coup, il a plus de petits cœurs, et bah, ça se voit justement, comme je l'ai dit, dans la partie autonomie. Donc, ce qui fait que c'est plutôt bien, il chauffe assez peu, et on va voir justement dans la petite partie, juste après, la gestion du CPU, qui est juste excellent, déjà comme le Power 15 Pro. Au niveau de la partie ici, pour
CPU Throttling Test, qui permet de voir sur 15 minutes comment se comporte le CPU, eh bien, on peut voir qu'il n'y a aucun problème au niveau de la puissance, puisqu'on se retrouve ici au maximum. Ça descend un petit peu, ça descend un petit peu à 95%, un petit peu moins, mais ça revient très vite à 98-99%. C'est l'une des meilleures courbes que j'ai vues, puisqu'elle ne descend quasiment pas. Sachant que elle a 150 Go IPS, et elle est tombée, le minimum c'est 136. Donc vous voyez, c'est très peu, c'est à peine 10%, et c'est sur très peu de temps. Donc là, le refroidissement est vraiment efficace, ça consomme très peu, et bah la puissance est là, puisque on peut voir sur les plus gros, c'est plus 200 IPS, 186 ou 200. Donc ce qui fait que là, clairement, 150 IPS, il n'est pas prêt de poser de problème. Et en plus de ça, en plus, comme il ne chauffe pas, il peut maintenir ses performances beaucoup plus longtemps que des gros CPU qui, à un moment, vont devoir descendre à 80% en général. Donc c'est très très intéressant de ce point de vue-là. L'un des rares à tenir aussi bien, c'est le Meizu 16e avec le Snapdragon 845, qui descendait à 93%. Ici, l'application dit qu'il n'y a pas de problème thermique. Donc c'est clairement en fait qu'il est dans un fonctionnement normal de non-chauffe, tout simplement. Donc c'est très fort de ce point de vue-là et c'est très appréciable. Donc là-dessus, pas de problème. Vous n'aurez aucun problème pour utiliser, je pense même longtemps après, puisque voilà, avec une telle maîtrise, il n'y aura aucun problème. Au niveau de GFX Bench, on se retrouve avec un Adreno 616 avec donc ici en 2196 x 1080p puisqu'il y a les touches de navigation. Et donc ce qui fait qu'en termes de performance, donc ce qui fait qu'il est extrêmement stable puisqu'il va jouer à 2-3 frames près, même si sa courbe semble être assez importante, en fait c'est juste qu'il est à peu près la même chose. Donc ce qui fait qu'on fait 1192, en gros 1192 de moyenne en frame. Donc ce qui fait que c'est un bon score sans être exceptionnel, mais qui va permettre de... il est même plutôt pas mal, il est à peu près aussi bien qu'un Snapdragon 820, on va voir ça après. Et en plus en termes d'autonomie, par contre, c'est juste excellent, puisqu'on a 370 minutes. Ce qui correspond donc à 240 minutes, ça fait 4 heures, 5 heures 300 minutes, et 6 heures 360 minutes. Voilà. Donc 360 minutes, 6h10 d'autonomie à pleine balle, ça c'est de l'autonomie de ftingue. Donc il n'y en a pas beaucoup qui permettent ça, donc ce qui fait que c'est pas mal du tout. On va aller chercher ici. Donc là, 370 minutes, on va regarder ça après. 1186, on se retrouve ici. Hop. Donc vous voyez, le Mate 9, le Leco, le Pro 3, donc c'est le Pro 3, c'était avec quoi ça C'était avec un Snapdragon 820, iPhone 6S Plus, Xperia XZ, Mate 10 Pro, donc Mate 10 Pro avec le Kirin 970, Mi 5S avec le 820, Essential PH1, alors c'est en 2K mais avec un 835, Mi 5 Prime ok, Mi Mix 820 toujours, Mi Note 2 820, le Zug Z2 Plus qui lui est en 820 toujours, donc là après ça va être plus performant, le Meizu Pro 7 High Edition, donc avec le Helio X30, qu'on n'a quasiment pas vu d'ailleurs. Après forcément ça va être beaucoup plus performant, ici c'est 820 aussi, Mi 5, et si on compare avec ce qu'il y a de plus récent, alors qu'est-ce que l'on a ici, le OnePlus 5 avec un Snapdragon 835 quasiment pas bridé, 2272, et sachant que le 845 lui fait autour des 2800 quand c'est bien optimisé. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal en termes de score, on est sur quelque chose de vraiment très correct. L'autonomie, elle, par contre, forcément, elle va faire partie des meilleures. Si on compare avec ce qu'il y a aux alentours, on va voir la Mediapad qui est une tablette, donc voilà, Dell, une tablette. Coolpad, je ne sais pas, le Yumi Super avec un Helio P25. Donc bon, après c'est Yumi. Moto G5S, Mi Max avec un énorme batterie, Meizu M6 avec un tout petit processeur et un 720p, Meizu Pro 7S, intéressant. Pro 7S avec un Snapdragon, un Helio X25 et une batterie qui était plus grosse que, non, le Pro 7S. Je ne sais pas lequel c'est le Pro 7S, mais ça doit être avec le Helio P25. Mais je connaissais, Pro 7S je ne connaissais pas. Mi 5X, ça fait loin. C7, je ne connais pas. Le nouveau K6, c'est très petit en termes de processeur. E4, c'est très petit. Là, on va commencer. On va aller un petit peu plus bas. On va voir ce qu'il y a d'autre. HTC U Ultra, qui était avec un Snapdragon 820. Après, Mi 5S Plus, avec une batterie de 3500, donc 322 minutes. Umi Plus, Verne Mars Pro, donc il est au P25.
Google Pixel C, après c'est de moins en moins forcément, on commence à descendre, on descend. Le Zenfone 4 avec un Snapdragon 630, non 600 combien? Je ne sais plus. 630. Maze Alpha avec une batterie de 4000 mAh RLI P25 et forcément c'est de moins en moins, donc ça fait que c'est pas mal du tout. Ça donne même un très bon score, donc ce qui fait que clairement il fait partie des smartphones plutôt bien autonomes et en plus de ça avec des performances qui sont pas mal du tout, donc il va permettre de jouer sans problème au jeu et on va voir ça tout de suite. On se retrouve donc sur World of Tanks, qui est donc un jeu de char qui est très sympathique d'ailleurs. Et donc on va regarder un petit peu, mais bon, normalement il n'y a pas de souci. Là je suis à 39-42 FPS. Donc, ah non, FPS. Ah non, les FPS sont cachés. Donc je ne peux pas savoir combien on a, mais en tout cas c'est fluide. En fait, les FPS normalement ils sont là. Donc les jeux du côté incurvé. Voilà. On va regarder un petit peu la partie gaming et on va voir un petit peu, mais bon, normalement, World of Tanks tourne plutôt bien, surtout qu'on a une bonne grosse puissance de feu pour faire tourner un jeu où il y a besoin d'une bonne grosse puissance de feu, et je vais me faire défoncer en moins de 2, mais je m'en fous. J'aimerais bien avoir... oui, pourquoi... Oula. 5, 4, 3, 2, 1... Allez, vite, recharge. J'aime bien ce côté un petit peu automatisé du jeu. Ah non, j'ai raté la touche. Ok, bah c'est pas grave, on va se rattraper. Il trace un peu sa race. Ah, on m'a tiré dessus. Ah oui, d'accord, il y a un Maltida qui est là. Que je n'ai pas pénétré. Ah, ça, c'est la merde par contre. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Je vais mourir. Non, je fuis. Bon, je fuis très lentement, mais je fuis. Oh bah, je suis mort. Hein. Au revoir, les amis. Bon, je serai mort sans aucun respect, mais ce n'est pas grave. On aura vu la partie jeu, on peut bien voir, il n'y a pas de souci. PUBG tournera sans problème. Même Fortnite, normalement, s'il est compatible maintenant, ça devrait tourner sans problème aussi, puisqu'il tourne sur un 820. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Il doit tourner sur un 820. Donc, non, vous ne devrez pas avoir de soucis pour les jeux. Il n'y a pas voilà, tout simplement. Parce que il est quand même tout à fait puissant. Un 820 aujourd'hui fait tout tourner. Il n'y a pas de raison que celui-là ne fasse pas tout tourner. Alors, que penser de ce Oppo RX17 Pro? C'est un smartphone qui, bon, clairement, va être dans la lignée du AirPod R15 Pro, et donc on va déjà remettre en doute, pour ceux qui se poseraient la question, de savoir est-ce que ça va vous intéresser à vous ou non. Déjà, prenez bien en compte que vous avez ColorOS, c'est une surcouche qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, donc attention à ça, n'hésitez pas à regarder la partie surcouche, parce que c'est important, et c'est ça qui va déjà décider d'une part savoir si ça va vous plaire ou non, parce que ça fait une grande partie de l'expérience utilisateur, et que c'est pas rien. Ensuite, vous avez quand même le lecteur d'empreintes sous l'écran qui est présent, et ça c'est plutôt cool. Vous avez le SuperVOC, vous avez l'encoche en goutte d'eau, qui est l'une des plus petites encoches à l'heure actuelle, donc ça c'est aussi une bonne chose. Vous avez quand même ce côté bicolore aussi, qui est très présent, donc après si vous aimez bien ce côté-là, c'est que vous devez être la cible. Mais effectivement, après, c'est quelque chose qui, globalement, va vous... Comment dire? Il va pas vous perturber, mais il va attirer l'œil. Très clairement, il va clairement attirer l'œil. Et au-delà de ça, c'est un smartphone qui, globalement, est plutôt bien équilibré pour 600 €. Certes, la concurrence avec des 845 sont souvent moins chers. Il ne faut pas oublier que Oppo, c'est des smartphones premium, milieu premium. Ils viennent de sortir, donc forcément, si on les met face à la concurrence directe, c'est plus compliqué. Mais le 710 étant plutôt performant déjà, ce n'est pas à négliger, et ce qui fait que même s'il est techniquement moins puissant, il se défend tout à fait bien. Le 845 étant vraiment beaucoup plus performant, c'est une histoire de choix, mais réellement dans la vie quotidienne, et même avec les 6 Go de RAM, vous ne devrez pas être plus embêté, et ça devrait à peu près aussi bien vivre que le 845 au long terme, sachant que ça vieillit de mieux en mieux les smartphones, donc ça déjà c'est une bonne chose.
Vous avez une excellente autonomie aussi, ce que ne peut pas forcément profiter justement 845. Donc ça, c'est vraiment la bonne chose. Faire 10 heures écran allumé, c'est pas donné à tout le monde à l'heure actuelle quand même. Même si ça a tendance à arriver, c'est pas encore ça. L'écran AMOLED est toujours présent. Pour la partie photo, vous avez donc une partie photo qui est très correcte, mais qui, on le sent limité. On sent que ça fait pas forcément vraiment mieux que le R15 Pro ou le OnePlus 6. Il y a eu quelques améliorations et quelques petites choses à mise supplémentaires. 2 heures Dazzle Color ou le mode nuit, mais clairement ça change pas tout. L'ouverture 1.5 ou 2.4, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais il n'a pas de réel intérêt, c'est-à-dire qu'en mode pro, de toute façon, être forcément en 1.5, et clairement, je ne sens pas de réelle différence par rapport au R15 Pro en termes de photos. Est-ce que ça a un réel impact ou non? Je ne sais pas. Le mode Dazzle, en tout cas, est vraiment performant et c'est beaucoup plus efficace. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. C'est en tout cas un smartphone qui reste, je trouve, équilibré. Tant que vous appréciez bien la surcouche et le design, surtout sa couleur, vous allez apprécier. Le fait qu'il soit à 600 euros, ça peut paraître un peu cher, mais vous avez quand même le lecteur d'empreintes sous l'écran, vous avez le SuperVOOC qui coûte quand même bien cher normalement à développer, donc avec la batterie qu'il faut à l'intérieur, et il y a quelques petites choses sympathiques. Malheureusement, la caméra 3D pour l'instant, je ne peux pas en parler parce que c'est quand même la quatrième chose réellement qui a été améliorée avec l'ouverture variable de l'appareil photo. Mais malheureusement, comme il a été retiré suite à divers bugs, eh bien, pour l'instant, il n'est pas utilisable. Donc, je ne peux pas faire de retour, et ce qui fait que ça fait une chose en moins parler qui fait la différence. Après, ce ne sera pas quelque chose de vraiment très important. Ce sera plus d'un côté un peu gadget. Donc ça, c'est aussi une chose à prendre en compte. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est la disparition de la micro SD et de la jack, et surtout de la jack d'ailleurs, parce que j'ai plus en tête. Je crois que normalement le R15 Pro on pouvait mettre une SD, mais le jack il était encore présent. Alors certes on a un jack de bien meilleure qualité, mais par contre il faut utiliser un adaptateur, et ça c'est un peu dommage. Donc, et comme le OnePlus 6T, la même excuse étant d'être, eh bien on a mis une grosse batterie, donc il a fallu faire des choix, donc on vous a enlevé le jack et on vous a mis un adaptateur. Ce sont des choix. À 600 euros, alors pour le grand public, ce sera très bien. Franchement, forcément, les Galaxy S9, etc., à 600 euros, vont faire de meilleures photos et ça va être la principale différence. Les finitions sont excellentes et globalement, l'appareil est globalement bien fait, plutôt bien équilibré et n'a pas de réel énorme défaut en fait. Il est juste un peu cher parce que c'est Oppo et c'est une marque grand public. On ne peut pas le comparer à OnePlus par exemple, parce que c'est une marque qui va plus jouer sur le côté communautaire, bouche à oreille. Donc le marketing est très différent, Oppo étant vraiment axé très marketing sur ce téléphone, donc forcément il va avoir un prix plus élevé que la normale pour les geeks. Ce qui fait que forcément, sur des téléphones, sur un S9 à 500 euros, c'est différent. Mais il a quand même des arguments face au S9. Son plus gros défaut face au S9, encore une fois, c'est l'appareil photo, c'est la partie vidéo qui reste tout à fait correcte, mais qui sera sûrement en retrait face au S9. Voilà globalement. Après, encore une fois, faites attention à la surcouche. C'est important. L'expérience utilisateur de cette surcouche est très particulière et très chinoise. Donc, ça peut être la chose que vous pouvez ne pas aimer. Mais à 600 euros, je trouve qu'en tout cas, il est mieux que le R15 Pro au moment où je l'avais testé, qui était à 550. Parce qu'il y avait quelques petits défauts qui étaient vraiment... le micro USB était clairement pas acceptable. Le fait d'avoir la SuperVOOC, d'un coup, ça lui donne un gros avantage par rapport à la concurrence et d'avoir quelque chose de réellement différenciant. Et pour certains, d'avoir une énorme autonomie et d'une recharge ultra rapide, ça fait la différence. Donc à 600 euros, je le trouve beaucoup plus acceptable, encore une fois, pour la plupart des gens. S'il vous plaît et que vous n'avez pas de très grosses demandes et que vous avez envie de vous faire une petite folie, bien évidemment qu'il vous ira. Et ce qu'il y a mieux ailleurs, bien évidemment que oui, il y a des hauts de gamme qui ont baissé et qui forcément les rendent à un meilleur rapport qualité-prix que celui-là. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas de gros défauts, mais face à la concurrence, comme il est cher et qu'il est très grand public, avec une cible jeune premium et avec ce côté marketing en avant, forcément, par rapport à des téléphones qui ont quelques mois qui ont baissé, il fait pas le poids. C'est bien ça qu'il faut prendre en compte. En tout cas, c'est un smartphone intéressant que j'ai apprécié utiliser. ColorOS est en particulier, mais au-delà de ça, j'ai apprécié l'utiliser et qui est plutôt bien réussi dans l'ensemble. Manque plus qu'un bon appareil photo pour cette partie-là et les Oppo R. Et mon chat a décidé de me rendre encore une visite. Le Oppo R va être enfin intéressant parce qu'il manque vraiment plus que la photo, parce que même le jack est bien fait et globalement tout est bien fait. Juste la photo et ce sera bon les mecs. Vous aurez fait un bon smartphone. Donc voilà un petit peu, j'espère que vous aurez apprécié ce test et on se dit à bientôt.
Je remercie bien évidemment les tipeurs de participer, vous êtes toujours plus nombreux et c'est agréable. Plus qu'à faire vivre ce petit Slack maintenant pour ceux qui ont déjà donné et pour ceux qui veulent rejoindre, eh bien un Slack est en train de prendre vie, enfin un petit peu, pour justement pouvoir discuter entre nous. Donc voilà, tout simplement, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur TechNet.